Madame, monsieur, bienvenue sur Africami. Africami, le magazine du monde noir, d'une Afrique debout, fière et unie, c'est sur Gabon Télévision. Doit-on ouvrir les frontières dans la zone CEMAC? Cette question est dans toutes les bouches, que l'on se trouve à Libreville, à Brazzaville, à Yaoundé, à Malabo, à N'Djamena ou à Bangui. Dans la capitale gabonaise, certains citoyens se prononcent. Le Gabon, c'est mon Gabon, donc je préfère pas le partager. Je préfère rester au Gabon. L'ouverture des frontières dans la zone CEMAC en soi est une très bonne chose, en ceci qu'elle permet des échanges au niveau du commerce et en même temps elle permet à ce que les personnes puissent se déplacer librement dans les différents pays concernés. Si les États ont convenu d'ouvrir les frontières, c'est certainement pour développer notre sous-région parce que beaucoup de choses peuvent s'améliorer dans un pays comme le Gabon de par la venue des citoyens des pays voisins. Si c'est reporté, certainement que chacune des parties ne s'est pas encore assurée que la stabilité sera garantie dans son pays. Parce que n'oublions pas que c'est aussi une source potentielle d'insécurité grandissante. Faire entrer des gens librement, sans s'assurer qu'on a les mécanismes, les moyens de maîtriser ce volet important qu'est la sécurité. Je crois que ça peut être une raison fondamentale et justifiable de report. Et si la Guinée équatoriale hésite, elle a des bonnes raisons, je suis sûr. Et le Gabon en a aussi, chaque État en a. Le monde est devenu un village planétaire et c'est le moment de la formation des grands ensembles. Et l'Afrique centrale ne saurait rester en dehors de cette logique parce que c'est ensemble que nous pouvons arriver à un développement harmonieux. Nous avons l'exemple de l'Afrique de l'Ouest où l'intégration sous-régionale porte vraiment des fruits considérables. Et je crois que les frontières de la sous-région doivent s'ouvrir. Mais cela ne doit pas se faire dans le désordre. Parce que nous savons que des pays sont des destinations rêvées pour la majorité des populations d'autres pays. Donc il faudrait vraiment un strict contrôle. Les gens ne doivent pas se déplacer pour venir envahir d'autres États. Il faudrait savoir ce qui arrive, ils viennent pour faire quoi, ils ont quelle qualification, qu'est-ce qu'ils viennent exactement faire. Parce que si on ne le fait pas, si on ne met pas la rigueur, si on ne trie pas, je doute fort que nous assistions à l'envahissement. Vous allez ouvrir, créer d'abord les conditions. Quand ils viendront, voilà là où vous allez les loger. Et là, ils seront bien surveillés. Il y a la police qui veille sur eux. Mais si vous ouvrez, vous procédez à l'ouverture des frontières et vous ne savez pas là où, ça veut dire que l'homme gabonais vivra toujours dans une crainte. On ne sait pas qui viendra au niveau d'ici, qui viendra faire du mal. Il peut venir faire du mal au peuple gabonais. Et puis, repartir le lendemain matin. Parce que les frontières sont perméables. Et on ne pourra pas mettre la main sur lui. Vous voyez? Pas nous-mêmes, nous sommes ici, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord quoi? On vit comment? Et par rapport aux autres qui vont venir. Pour moi, l'ouverture de frontières sera la bienvenue au Gabon parce que, vous savez, je prendrai le cas de l'Espagne, qui est resté longtemps depuis le règne de Franco, qui a vécu dans l'autarcie. Et juste après la mort de Franco, avec l'arrivée de Juan Carlos de Borbón, il y a eu l'ouverture des frontières. Donc il faut travailler avec les pays extérieurs. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Si on a des frontières fermées, vous voyez qu'il n'y aura pas échange des biens. Il n'y aura même pas circulation de personnes. Donc on vit comme si on était dans une dictature. Et que si la Guinée équatoriale a refusé, la Guinée équatoriale c'est un pays qui vit autonome, le Gabon est un autre pays autonome, donc on ne peut pas s'appuyer sur un exemple aussi que celui de la Guinée équatoriale. Le Gabon peut prendre des dispositions à ouvrir ses frontières, mais il faut le faire de manière normale,
il faut qu'il y ait des frontières ouvertes, mais savoir que s'il y a un étranger qui rentre au Gabon, il doit remplir telle norme, et que si un Gabonais va en étranger, il doit remplir telle norme pour qu'il ait la sécurité des biens et des personnes. Le clan s'avère être un élément fondamental pour la grande famille africaine. L'écrivain romancier Nza Mateki nous dit pourquoi. Le clan, c'est une unité socio-anthropologique qui vient du fait que tous les éléments, tous les membres qui ont un ancêtre commun se reconnaissent comme frères et sœurs. C'est pourquoi, dans ces conditions, nous avons pensé qu'il fallait rechercher un tout petit peu l'appartenance, en somme, de tous les membres qui appartiennent au même clan. Et cet ancêtre commun, il peut être à la fois un animal ou un être humain. C'est pourquoi on parle soit d'un ancêtre zoomorphe, soit d'un ancêtre anthropomorphe. Voilà donc grossièrement dit le clan. L'utilité du clan, c'est en somme regrouper les gens. Dans le village, lorsque vous arrivez, on commence par vous demander votre clan. Non seulement vous déclinez votre nom, le nom de votre père, le nom de votre mère. Ensuite, on vous demande de décliner 4 éléments, du moins dans le milieu Pounou, à savoir le clan de son père, le clan de sa mère, le clan du père de son père, le clan du père de sa mère. Et ceci se traduit dans l'expression « le crapaud à 4 étangs ». On demande tout ceci pour éviter notamment l'inceste. Dans la société moderne, on se promène avec une carte d'identité. Mais dans la société traditionnelle, c'est aussi ça notre carte d'identité, pour nous permettre d'être connus et connaître très bien notre identité dans la société. Oui, en ville aussi. Malheureusement, certaines personnes passent outre. C'est-à-dire qu'un jeune garçon qui rencontre une jeune fille ne voudrait pas demander son clan parce qu'il pourrait arriver que les deux aient le même clan. Et dès l'instant où ils ont le même clan, normalement, ils ne devaient pas avoir ce commerce particulier. Ils ne devaient pas avoir des relations particulières. Parce qu'il est formellement interdit d'avoir des relations intimes avec une personne de son clan. Donc, il y en a qui mentent parmi les jeunes. Et d'autres, par contre, ils ne savent pas. C'est par ignorance qu'ils le font. Donc, on a le devoir, notamment, d'apprendre ça aux enfants, d'apprendre ça aux jeunes, de façon à pouvoir éviter ce genre de désagréments. Dans la zone équatoriale, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des mouvements migratoires et que ceux qui se trouvent au Gabon viennent notamment de la région des Grands Lacs. Donc ces gens-là ont évolué à travers le Zimbabwe, à travers l'Angola, à travers la RDC actuelle, à travers le Congo, pour se retrouver au Gabon. Donc, tous ces peuples-là ont laissé des fragments de population dans ces différents pays. Donc, quand on repart dans ces pays, on retrouve des parties de ces populations et qui ont conservé, évidemment, ces mêmes coutumes, qui ont donc des clans. Donc, la question que vous posez, c'est que si vous repartez au Congo, vous allez retrouver des gens de votre clan. Vous allez en RDC, vous allez en trouver. Vous allez en Angola, vous allez en trouver, etc., etc. Il y a eu des mouvements migratoires qui ont laissé comme ça des poches de population ici et là. Le clan, comme je vous dis, c'est une question d'ancêtre commun. Et cet ancêtre-là peut être un être humain, peut être un animal, et généralement, c'est une femme à la base en raison de la procréation. Il y a des clans qui ont à la base un homme. Cet homme qui a eu un groupe d'enfants au départ a fait de tous ces enfants les membres de son clan. C'est le cas de Moueli au Gabon. Moueli, c'était un homme au départ, mais il a fondé, il a constitué son clan. C'est donc lui qui est à la base du clan. Le membre du clan
ne doit pas violer le totem du clan, parce que c'est l'ancêtre commun. Alors, on parle de perroquet, on parle d'antilope, on parle de crapaud, on parle de toute façon l'élément qui est à la base. Dès l'instant où on connaît l'ancêtre commun, il est interdit de violer cet ancêtre commun, soit en tuant l'animal qui correspond à cet ancêtre commun, soit en éliminant des personnes qui appartiennent à ce groupe. Oui, ça c'est une possibilité, mais je vais d'abord vous prendre un exemple. Quelqu'un qui est du clan d'Idjab chez les Pounou, ça s'appelle aussi Bombi, ça s'appelle Akaza Lambaréné chez les Gallois. Quand vous allez à Port-Gentil, ça s'appelle Akaza aussi. Quand vous venez à Libreville, ça s'appelle Agikaza. Quand vous allez chez les Nzebi, ça s'appelle Mouanda. C'est ce qui a d'ailleurs donné le nom à la ville de Mouanda. Quand vous allez à Mouanda, vous trouvez deux grosses montagnes, Mouanda et Boudinga. Donc le clan change tout simplement de nom en changeant d'ethnie. C'est le même clan. Donc ces gens, pourtant appartenaient à des ethnies différentes, mais dès l'instant où ces gens ont le clan commun, ont en commun un seul clan, ces gens-là peuvent se considérer comme frères et sœurs. Mais en passant d'une ethnie à l'autre, c'est au niveau de l'habillement, pas du tout, mais il y a le respect justement de l'ancêtre commun, il y a le respect des interdits, et qu'on retrouve dans ces différentes ethnies, en raison du fait que c'est un ancêtre commun qui les lie. La diaspora s'invite à Libreville, rencontre dans les rues de la capitale gabonaise avec André-Marie Talla, une légende de la grande musique africaine. Je suis très ravie de vous retrouver parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons, que nous nous rencontrons, et de plus à Libreville. Oui, moi aussi. Le point de départ, il y a des années, c'était Libreville. Et je pense que ce n'est que normal qu'on se retrouve à Libreville des années après. Vous êtes venu à Libreville certainement pour un événement, rencontrer des amis, rencontrer des parents. Voilà, je suis venu pour rencontrer des amis, puis j'ai croisé d'autres gens de chez moi, une élite banjoun active à Libreville, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques qui organisaient une soirée privée. Ils m'ont supplié de partager la soirée avec eux. J'ai accepté et voilà pourquoi je suis encore à Libreville. Mais là, comme dirait quelqu'un, je pars sur Yaoundé ou Douala bientôt. Mais je te promets, je reviendrai. Cette promesse, je l'ai entendue il y a moins d'un quart d'heure et vous la faisiez à une personne qui ne pouvait être que votre alter ego, donc Pierre Claver Akendengue. C'est un ami, c'est un frère et ami. J'ai eu cette agréable surprise de savoir que hier c'était son anniversaire, je crois, ou avant-hier, et puis je ne pouvais pas partir de Libreville sans qu'on ne partage un petit moment comme d'habitude chez lui. Je suis allé, on a causé. Chacun a utilisé les mots qu'il pouvait pour s'exprimer. C'était des moments très agréables pour moi et je pense pour tous ceux qui étaient là avec nous. Dites-moi, la musique et vous, c'est une longue histoire d'amour, mais qui ne va jamais s'arrêter, en fin de compte. Non, personne n'a intérêt à ce que ça s'arrête. C'est une histoire longue, c'est qu'on souhaite encore plus longue. Et c'est une histoire programmée par Dieu lui-même qui nous donne tous les dons et le reste. Je chante depuis 45 ans, je suis en train d'organiser mes 45 ans de carrière en ce moment. Ce sont des événements qui vont s'étaler sur 2 ans minimum et on va fêter en Afrique centrale, éventuellement en Afrique de l'Ouest, en France, en Belgique je pense, et en Amérique du Nord. À chaque fois
qu'on va maîtriser une étape, tous les éléments qui accompagnent un bon spectacle, on va se lancer. Et à cette occasion, j'ai sorti un single qui précède mon nouvel album, dont le titre c'est Trajectoire, avec un titre phare que j'ai intitulé One Day. One Day en comme franglais ou en pidgin veut dire un jour. Oui, et j'explique à la population, j'explique aux Africains que tous ceux qui ont l'habitude de tromper la jeunesse, de dribbler la jeunesse, de tricher avec la jeunesse, auront des comptes à rendre un jour, 9 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron étant le peuple, étant cette jeunesse consciente qui ne rêve que d'une Afrique meilleure, parce qu'ils sortent de l'école, ils n'ont pas de boulot, ils sortent de l'école, aspirent à leur carrière. Finalement, quand ils voient les issues bouchées, d'autres se lancent sur le train des avions, d'autres dans le désert, rêvent dans les bateaux ou les pirogues qui chavirent. Voilà. Je pense que l'Afrique est suffisamment riche pour qu'on interpelle les uns et les autres. Et surtout que chacun mette la main à la pâte, parce que c'est aussi facile de critiquer. Désormais, pour que l'Afrique décolle vraiment, il va falloir que chacun mette la main à la pâte et que les policiers, les hommes en tenue, je veux dire les industriels, les commerçants, les profs d'université, les directeurs d'école, médecins, tout le monde doit mettre la main à la pâte, doit être honnête, doit balayer devant sa porte pour que cette Afrique puisse se mettre debout une fois pour toutes. Pour ce qui vous concerne, il y a plusieurs générations qui fredonnent encore aujourd'hui vos chansons en partant de, bien sûr, le fameux Je vais à Yaoundé. Mais comment voyez-vous les jeunes artistes aujourd'hui? Je pense que l'être humain étant le produit de son environnement, ce n'est pas pour excuser la médiocrité ambiante, mais je crois que dans toutes les capitales africaines règne beaucoup de désordre, beaucoup de chômage, une vraie crise économique qui entraîne une sorte de dérapage de mœurs et de légèreté qui pousse la plupart des artistes qui se lancent à choisir la facilité et à faire ce que nous on appelle, Manu et moi, des chansons dédicaces, où on cite des noms pour après faire du porte-à-porte pour essayer de récupérer ce qu'on peut. Mais on est consolé par une petite poignée, certes, mais qui font du très bon travail et qui composent des textes profonds et ils ajoutent des mélodies profondes et des arrangements appropriés. Donc l'espoir existe, l'espoir est là. S'il vous était donné l'occasion de les avoir, que leur enseignerez-vous? Qu'ils aillent à l'école pour s'instruire, avoir bac plus quelque chose, mais après tout ça, qu'ils aillent aussi à l'école de la vie, qu'ils puissent comprendre que l'Afrique a besoin d'eux et que eux, pour qu'ils remplacent les aînés, il faut qu'ils soient sérieux, qu'ils puissent comprendre que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, que ce soit, les frontières sont ouvertes et on ne fait de cadeaux à personne. Les Chinois vont nous envahir, les Européens sont en train de vouloir récupérer leur place. Tout ça se joue en Afrique, autour de l'Afrique. Et si les jeunes ne sont pas sérieux, s'ils ne sont pas conscients, tout domaine confondu, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Où on vous situe aujourd'hui? Je suis toujours à Paris, mais je vais régulièrement au Cameroun, étant donné que je cherche des opportunités pour me réinstaller au Cameroun. Et c'est le Cameroun à partir je sais pas, de quelques années qui sera ma base. Africami vous remercie, André-Marie Talla. C'est moi qui dis merci Denis, ça fait longtemps, on se connaît depuis des lustres. Tiens bon, l'Afrique, le monde a besoin de toi, on est tous dans le même bateau. Nous espérons un jour pousser l'Afrique à se faire sa place telle qu'elle mérite. Africami, un rendez-vous avec Denise Bukandou. La mairie de Ndendé, située à plus de 600 km au sud du Gabon, dans la province de Langounié, change de visage.
Découvrons pourquoi dans le reportage qui suit. Mais avant cela, petite visite guidée de la petite cité. Kombe, traduit praticien de renom, scanner pour ses patients, est né à Ndende en décembre 1974. Il soigne et initie selon les rites ancestraux Mimbara, Bwiti et Mouiri. Altruiste et aimable, nous avons franchi les murs de son laboratoire. Afrique Amie se trouve aujourd'hui au cœur même de l'Afrique, au cœur même de sa grande tradition. Et là, justement, en face de nous, ce soir, un praticien. On l'appelle scanner. Il nous dira pourquoi. Qu'est-ce qu'il a bien pu scanner? Pourquoi allier le scan qu'on connaît, on va dire occidental, et le scan donc traditionnel? Bonsoir. Bonsoir madame, je vous remercie beaucoup de faire découvrir la culture gabonaise sur le plan international. Et comme ça a été toujours dit, il est très rare de rentrer dans les profondeurs au cœur de la culture nationale traditionnelle africaine et de la dévoiler devant les gens. Bon, en premier temps, si on m'appelle plus scanner,
Ça, c'est un slogan que certains patients m'ont attribué par rapport à un domaine de voyance. Mais je ne m'appelle pas scanner. Mon nom traditionnel, c'est Kombe. C'est Kombe, mon véritable nom. Mais tellement que les gens ont eu à apprécier le nom scanner et on m'appelle toujours scanner et je ne peux pas l'accepter parce que ce sont des patients qui m'ont attribué ça. Et d'autres m'appellent même IRM. Je n'ai pas fait les études des blancs médicinales et tout. Bon, je ne fais que la tradition. Lorsqu'on vous rencontre, la première chose qui nous arrive en face, c'est la grosse surprise. Parce que quand on parle de tradition, on voit tout de suite, en tout cas en Afrique, un vieil homme qui est là, qui vous attend dans un petit coin. On s'étonne. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous, si jeune, vous avez ce don aussi développé? Bon, je vais bien l'expliquer. Premièrement, le vampire se transmet depuis le ventre de sa maman. Et quand on est encore jeune, les transmissions se passent depuis bébé d'un être humain. Et chez nous en Afrique, le pouvoir se transmet depuis l'enfance. Le pouvoir qui se transmet après l'enfance, après l'âge de 15 ans, devient maintenant un mauvais vampire. La connaissance s'acquiert depuis l'enfance et ça pousse avec soi. Et ça se développe au fur et à mesure avec la maturité de la personne. Et de la connaissance et des conseils des sages. J'ai 38 ans. Peut-être que les appareils sont trompeuses, mais j'ai 38 ans. Mais je ne le fais pas ça de moi-même. C'est quelque chose que non seulement les aïeux mais l'ont inculqué, mais la famille en a imposé. Non seulement mon propre père qui m'a mis au monde, et ma propre grand-mère et mon grand-père. Comment vous êtes aperçu que vous étiez un être exceptionnel, que vous ne pouviez pas avoir une enfance comme tout le monde? C'est en voyant les événements que moi, certains événements que j'ai vécu, j'ai vécu extraordinairement. Non seulement à ma naissance, ma mère était folle, elle avait commandé la magie pour avoir le bac, mais elle n'a pas été une folle, m'a couché au carrefour 9 d'Indindé, elle m'a écrasé. Que Dieu porte bénédiction à Monsieur Doucouré, qui était Doucouré qui l'avait saisi, puisque il m'a emballé dans un carton et tué. Jusqu'à ce qu'on m'a mené dans la grotte de Moussambo, où les miracles ont été faits. Ensuite, on m'a jeté, j'ai fait plus de 2 mois sous l'eau. Aujourd'hui, je suis vivant, gloire à Dieu. Et ce pouvoir, je ne sais pas si ça vient des humains, ou c'est dans le monde de la grotte, ou là où on m'avait amené, ou dans le monde des eaux. Mais ce que je sais, c'est que je vis Dieu. Et je le vis en moi. Je n'appartiens à aucune domination. Alors, vous parlez de domination, vous parlez de Dieu, donc Dieu le Père, le Dieu unique. On a pourtant tendance à croire que tout ce qui n'est pas religieux, et quand je parle de religion, elle peut être catholique, elle peut être musulmane, islamique ou autre chose. Dès qu'on parle de tradition, on parle de pratique animiste. Où vous situez-vous? Ok, quand on parle de Dieu, de religion, pratique animiste. Qu'est-ce qu'on appelle pratique animiste? D'abord, premièrement, les pratiques animistes n'existent pas. Dieu lui-même, il a créé son propre église, son propre temple. C'est le cœur de l'homme. L'animisme se trouve dans le cœur de l'homme ou à l'extérieur de l'homme. C'est d'abord ça qu'il faut d'abord développer. Quand on parle de rites et lois et coutumes,
c'est la connaissance des vécus, des ancêtres, la transmission de bouche à oreille qui fait en sorte l'évolution de la nature et de l'homme. Pourquoi les Occidentaux font des messes de requiem pour leurs ancêtres? Si nous, en Afrique, on nous appelle les animistes, qui est animiste? C'est eux ou bien c'est nous? C'est ça, moi j'appelle ça ce qu'on appelle les jeux de mots. Et aucune église n'existe, une domination n'existe. Que ce soit les protestants, que ce soit les musulmans, que ce soit les francs-maçons, n'existe. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans le cœur de chacun. La vérité se trouve au plus profond du cœur de soi-même. Quelle est votre mission? La vérité doit jaillir, la lumière doit jaillir. Ce qui est caché dans les ténèbres, ce sera à la lumière. Vous pensez avoir réussi ou de temps à autre, il vous arrive d'être déçu dans l'exercice de cette mission, de cette fonction? Tout homme a des faillances. Tout homme a des faillances. Il arrive que tu peux avoir un patient qui ne suit pas ce que toi tu lui dis, qui s'égare dans sa propre conscience et dans son propre esprit. Mais quand quelqu'un ne s'égare pas, il suit ce qu'on lui dit. Je n'échoue pas. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le faible. Mais je suis ce que je suis. Les choses spirituelles, tout ce qui vient de l'esprit, effraie le citoyen lambda, l'être humain normal. Comment vous, sous le poids de votre jeune âge, vous arrivez à gérer tout cela? Vous n'avez pas peur de temps à autre? Gérer le poids de l'esprit. Si Dieu m'a fait à son image par mon esprit, pourquoi avoir au-dessus de Lucifer, des anges et de tous les démons de l'abîme? Pourquoi avoir peur de mes esclaves? De mon esprit, je suis le roi des anges, des démons et des démons de l'abîme. Vous savez, même quand une personne a un vampire, c'est une implantation d'un animal qu'on lui met dans le ventre. Mais toi qui es saint, tu crois en Dieu, tu es au-dessus de lui et lui, il est ton esclave. Je vais avoir peur de mes esclaves. Pourquoi? Je répète, tout ce qui vient de l'esprit effraie l'homme. Mais vous qui êtes avec les esprits, en dehors du fait que vous les commandez, vous pensez que au quotidien, c'est chose facile? Il y a un gars qui dit qu'ils ont l'habitude d'être une seconde nature. Ces choses-là se passent chez moi, c'est comme si je buvais de l'eau. C'est comme si je respirais. Plus que j'ai pris conscience, j'ai un état de conscience que je suis fait à l'image de Dieu. Et Dieu a créé tout phénomène qui existe dans la terre sous ma domination. En un mot, c'est comme si c'était à la plante de mes pieds. Donc moi, ça ne me ferait pas et ça me fait absolument pas peur, même pas un peu. Parce que je ne vois personne devant moi, je ne vois que Dieu lui-même. Tout le reste de la création, Dieu m'a mis à son image au-dessus de toute sa création. Est-ce à dire que vous communiez avec Dieu? Communier avec Dieu. Comment vivre? Si une personne ne vit pas, c'est qu'il n'est pas avec Dieu. C'est quand tu meurs que tu n'es pas avec Dieu. Moi étant vivant, c'est que je marche, je parle avec Dieu tous les jours. Il avait été dit ceci. La foi est le seul chemin
qui amène à Dieu. Et c'est là où se trouve le cœur de la vision et de la connaissance et de la sagesse. Madame le maire, la première curiosité qui s'impose à nous, évidemment, quand on vous rencontre, c'est de trouver en face de nous une femme claire. Oui, c'est sûr, je n'ai pas tout à fait la couleur locale, mais ça, je n'ai pas pu l'acquérir, c'est dommage, mais je suis quand même gabonaise depuis 1972, date à laquelle je me suis mariée à Ndende. Donc à l'époque, c'était la loi Léomba qui donnait la nationalité aussitôt à l'épouse. Donc je suis gabonaise, même si je n'ai pas tout à fait le même teint que vous. Ndende la mythique, Ndende la mystérieuse, Ndende la rebelle. Comment avez-vous fait, Madame le maire, pour arriver au sommet de la tour de Babel? Ben, disons que je n'ai pas choisi Ndende, c'est un peu Ndende qui m'a choisi, en ce sens que c'est la ville originaire de mon mari et que lorsqu'il est mort il y a 2 ans, j'ai eu envie de venir m'installer moi aussi dans sa ville natale, de m'impliquer, et en m'impliquant, je suis rentrée automatiquement dans ce chemin un peu de la politique et je me retrouve là parce que c'est la ville de mon mari et que je veux faire quelque chose pour cette ville-là, parce que j'y vis moi aussi comme les autres et qu'elle a vraiment besoin d'amélioration. Que pouvez-vous apporter à Ndende aujourd'hui? Je crois que nous avons beaucoup à apporter en ce sens qu'il y a tout à refaire. Il y a eu 17 ans d'une gestion pas très claire, même pas claire du tout, d'une gestion très fermée, très occulte, d'un manque de partage d'informations, d'un manque d'investissement, manque d'activité, détournement de fonds, aucune rentrée d'argent. Donc j'ai souvent dit à mes collègues, on ne peut pas faire pire, on ne peut que faire mieux. Et automatiquement, on a déjà commencé à faire mieux, ne serait-ce qu'en rentrant déjà les taxes locales au trésor public, là où elles n'arrivaient pas. Ce qui va améliorer notre futur de l'année prochaine, c'est notre épargne bancaire en quelque sorte. Et nous allons développer quand même des partenariats avec des partenaires privés, mais avec la coopération décentralisée aussi, parce qu'il est certain que ce ne sont pas les ressources propres de la mairie qui vont nous permettre de mettre en place des projets générateurs de revenus ou sources d'emploi. Pour le moment, on est bloqué au niveau des agents. On ne peut même pas mettre l'organigramme qu'on voudrait mettre en place. On ne peut pas parce qu'on n'a pas de ressources propres pour les payer. Et on n'a aucune autre rentrée d'argent. Donc il faut qu'on mette en place même des petites activités d'abord. Il ne faut pas voir trop grand. Je crois que les projets de nos prédécesseurs étaient grandioses et malheureusement, ils n'ont pas vu le jour. Moi, je préfère commencer à l'inverse, commencer petit. Si ça marche, on développe et on s'agrandit. Donc des petits projets, genre ne serait-ce que location de tentes et de chaises, un bus, pourquoi pas, intercommunal, des petites activités d'entreprise agro-pastorale qui pourraient générer des tout petits revenus, mais qui vont nous permettre petit à petit d'améliorer nos ressources et de développer l'emploi au niveau de Ndende. En plus, évidemment, il ne faut pas oublier, il faut qu'on puisse faire des formations. Les agents n'ont pas été recyclés depuis fort longtemps. Nous-mêmes, nous arrivons d'un milieu qui n'est pas l'administration locale, donc nous avons beaucoup à apprendre et il nous faut également recevoir des formations pour ça, pour améliorer la gouvernance de cette collectivité. Le programme est absolument long, difficile à mettre en œuvre. Vous comptez uniquement sur les privés ? Mais quand je dis partenariat privé, c'est-à-dire que public-privé, hein, bien entendu. C'est-à-dire que même si, par exemple, un privé nous aide à monter un bâtiment avec des chambres de passage, parce que nous n'avons pas les moyens de le construire, lui aura son retour de bénéfice, petit à petit il va récupérer, et ensuite ça sera pour nous. Donc c'est ce que je veux dire, ce partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je ne demande pas des dons, je ne demande pas de l'assistanat, parce que pour le moment nous sommes complètement assistés par l'État. Si l'État ne nous donnait pas des subventions, nous ne pourrions rien faire. Donc l'État nous donne des subventions, nous donne des ristournes, une partie des ristournes, et c'est grâce à ça qu'on peut exister. Ce n'est pas avec les 2,8 millions qui sont rentrés l'an dernier au niveau du Trésor public que je pourrais faire vivre ma mairie.
Donc il y a ces partenariats-là, et même au niveau de la coopération décentralisée maintenant, ce qu'on appelait autrefois les jumelages, il ne s'agit pas non plus de dons, il s'agit de soutien sur le long terme, et il s'agit par exemple, si on veut construire une halte garderie, ils vont nous aider à l'équiper, c'est leur aide à eux, mais ce n'est pas de l'assistanat complet, et ils s'attendent évidemment à ce que ça dure, que ce soit des actions qui durent pour l'avenir. De même pour le développement en agriculture, en élevage, en pisciculture, nous avons des savanes, nous pouvons faire plein d'étangs d'élevage. Donc ce développement-là, même si c'est géré par la mairie, c'est appelé à être soutenu au départ, mais ensuite autonome. Ndéndé, ville secrète, indisciplinée pour certains, comment faites-vous pour cohabiter avec ceux qui ont été les rois, les princes de cette petite contrée? Pour nous, ça ne pose pas de problème. Normalement, ils sont presque la moitié du conseil, ceux de l'autre parti qui était là avant, et ils refusent de siéger. Ils ont refusé d'être là pour l'élection, ils ont refusé d'être là pour la session municipale, pour le budget. Et donc, nous allons faire sans eux pour le moment. Mais la porte leur reste ouverte s'ils veulent revenir par la suite et travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que nous trouvons une anarchie complète, il n'y a pas d'archives, rien n'est classé, enfin c'est la pagaille complète au niveau de la mairie. Donc ça va être un gros travail de... C'est comme si on repartait à zéro. C'est comme si on repartait à zéro, on va faire en sorte qu'on ait des bases un peu plus solides, un peu plus claires. Mais en même temps, nous subissons les conséquences de leur gestion. En ce sens, par exemple, que nous avons déjà 3 affaires de plainte au tribunal de Mouila pour des gestions passées, dont certaines datent de 2003. Des exemples? Oui, il y a une entreprise de nettoyage des bureaux et de voiries qui a travaillé avec la mairie de l'époque de 2003-2007, qui n'a pas été payée, qui a porté plainte. On lui doit 41 millions. Il y a le bâtiment lui-même qui n'est pas fini de payer, qui est aussi une plainte. Il y a des licenciés de 2011, donc une dizaine de moniteurs et d'infirmières qui ont été licenciés et qui se retrouvent n'être toujours pas rentrés dans leurs droits de licenciement alors que nous sommes déjà en 2014. Donc tout cela, nous l'héritons. Nous allons, bien que nous n'ayons pas, nous, de mauvais passifs, mais ces autres ordonnateurs ne peuvent plus en répondre puisqu'ils sont morts, les 2 principaux. Donc ils ne peuvent plus répondre de leur mauvaise gestion. Nous sommes obligés d'en subir les conséquences et d'essayer de résoudre certains de ces problèmes. C'est ça les exemples que je peux vous donner. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer, et nous déjà avec beaucoup plus de rigueur. L'autre problème qu'on a, c'est aussi le fait que nous ne pouvons pas embaucher. Par manque de ressources propres, justement, l'État nous dit, enfin la tutelle nous dit, vous ne pouvez pas embaucher de nouveaux personnels. Donc nous sommes obligés de faire avec du personnel qui a acquis pendant presque 17 ans, en tout cas beaucoup sont là depuis plus de 10 ans, de très mauvaises habitudes. Et comme dit un proverbe pour nous que j'ai plus en tête, l'arbre de la savane, quand il est tordu, c'est difficile de le redresser. Comme une rivière. Voilà. Donc ça ne va pas être facile, mais on va essayer de faire avec. Et il y a quand même une certaine compréhension. Et je remercie en cela la décision du chef de l'État d'avoir augmenté les salaires à 150 000 francs par mois pour les agents des collectivités, parce que ces gens-là étaient payés entre 45 et 65 ou 80 000. Et donc le fait d'avoir doublé, voire triplé leur salaire pour certains, ils s'accrochent à leur poste. Il n'est plus question pour eux, même s'ils ont dit au départ on ne travaillera pas avec le PDG, on ne travaillera pas avec une blanche, etc. Aujourd'hui, ils ne veulent plus partir parce qu'ils veulent garantir leur salaire et leurs revenus, et ils deviennent quand même coopérants. Ils comprennent, ils s'adaptent à nos objectifs, à notre nouvelle façon de gérer la chose. Et je pense qu'on arrivera à travailler ensemble parce qu'ils veulent défendre leur gagne-pain, et c'est normal. Et nous allons travailler avec eux en attendant de pouvoir éventuellement avoir d'autres employés. Madame le maire, passer du fanion rouge de l'UPG au fanion blanc du PDG, comment réagissent les populations qui ont été plutôt habituées à ne voir que du rouge dans leur ville?
Mais je pense que ce qu'ils ont voté majoritairement le PDG, c'est qu'ils voulaient un changement, qu'ils se sont rendus compte que tout ce qu'on leur promettait n'arrivait pas. Et donc là, ils ont décidé de changer. C'est le peuple qui a voté, c'est pas une nomination, c'est le peuple qui a voté. Donc ils ont beaucoup d'espoir en nous et c'est en cela qu'il ne faut pas qu'on les déçoive. Il faut qu'on montre vraiment une grande différence entre notre façon de gérer et celle qui était là avant, en posant des actes petit à petit qui vont montrer qu'on est sur une voie du changement. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, il va être difficile. Surtout quand on a peu de ressources, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ils auront déjà compris qu'il y a des changements. Et le premier grand changement qu'ils ont vu, c'est la tenue de la session municipale. Par le retour qui nous a été fait que beaucoup de gens et les chefs de quartier qui étaient là ont dit que c'est la première fois qu'ils pouvaient assister comme ça de façon complètement ouverte à une session du conseil municipal, à une discussion du budget, à une contestation sur l'affectation des lignes et au vote des délibérations publiques. Donc ils voient que déjà il y a un changement. Gérer une ville comme Ndendé, qui a quand même ses us et coutumes, je fais allusion aux chefs de quartier, aux chefs de canton, est-ce que vous les associez dans la gestion de la ville, surtout lorsqu'il s'agit de la morale ou de la tradition? Disons que ce n'est pas le rôle du chef de quartier. Hein. Le chef de quartier, c'est un peu notre prolongement dans le quartier. Donc ce sont des auxiliaires, non pas de commandement, mais des auxiliaires administratifs. En attendant que la ville soit tellement développée qu'on ait des arrondissements. Donc en attendant, ils nous servent de relais d'information, relais de sensibilisation des populations. Mettons si on décide qu'il faut ramasser tous les animaux errants ou arrêter que les moutons traînent dans les rues ou abattre les arbres dangereux, on va associer automatiquement les chefs de quartier qui vont commencer par faire la sensibilisation des gens, prendre le relais de l'information pour que les populations adhèrent à notre démarche et comprennent notre démarche. Et puis on les associe à on les a déjà reçus 2 fois, ils sont venus aussi à la session, on les associe à nos grandes manifestations. Mais leur rôle est aussi de gérer au niveau du quartier certaines palabres traditionnelles et autres. Mais ce n'est pas de l'administration réellement. Je voudrais, moi, les amener vers plus d'implication dans l'administration et justement ne pas les cantonner à ce rôle de règlement, de palabres entre familles, etc. au niveau du quartier pour augmenter un peu leur niveau. Parce que c'est vrai que beaucoup de ces chefs de quartier, certains sont encore illettrés et ils ne comprennent pas bien ce qu'on veut faire. Par contre, ils ont théoriquement des secrétaires, ils ont des conseillers. Donc on va s'appuyer sur ces jeunes qui les entourent pour arriver à ce qu'ils deviennent un peu plus nos auxiliaires, justement. Ils ont été un peu négligés, juste un peu utilisés pour le folklore. Quand il y a des manifestations, on amène tous les chefs de quartier ou on amène tous les chefs de village. Mais en fait, on ne sait pas trop quel est leur rôle. Ils n'ont pas été valorisés, disons. Moi, je voudrais vraiment valoriser leur rôle, pouvoir m'appuyer sur eux dans ce relais de l'information des populations. Alors, pour le touriste qui découvre Ndendé ou qui souhaite venir découvrir, quelles sont les attractions qu'on pourrait trouver, même si, évidemment, rien n'est encore développé, que tout est à faire? C'est vrai que tout est à faire dans le tourisme, pas seulement dans le département de la Dola, hein, mais dans presque tous les départements du Gabon. À part là où il y a des parcs nationaux, le reste, le pauvre touriste, d'abord il fait la route, il n'y a même pas les noms des villages. Il arrive dans les villes de département, il n'y a pas les noms de quartiers, il n'y a pas les noms des rues. Il ne sait pas trop comment s'orienter. Alors si on cherche des sites touristiques, ils sont encore moins indiqués. Mais nous avons quand même des sites touristiques, nous avons plusieurs lacs, en dehors du lac Bleu qui est dans la ville, il y a le lac Noir qui est un peu à côté, qui serait un lieu où on a retrouvé des vestiges datant de 40 000 ans, donc c'est à développer. Il y a le lac Vert, à côté duquel il y a une grotte avec aussi des concrétions, des choses très particulières, presque uniques au monde pour ce que j'ai vu sur Internet. Donc on a quelques grottes et quelques lacs à développer, c'est déjà ça. On n'a pas de parcs nationaux, c'est vrai, mais on peut envisager de créer des réserves ou de faire quelque chose sur la protection de certains animaux. Ça, c'est envisageable aussi, mais c'est tout à développer. On pourrait le faire en partenariat avec
certains parcs nationaux pour lesquels, comme celui qui est près de Doussala de la Nyanga, Ndende est le relais, puisque Ndende, tout le monde passe par là, que ce soit pour aller à Tchibanga ou à Lebamba ou au Congo, on passe par Ndende. Donc on pourrait être un relais de 24-48 heures pendant lesquelles les touristes pourraient voir les 2-3 choses à voir pour le moment. On n'a pas encore tout identifié, il y a encore des choses qui sont cachées qu'on va découvrir. Et on serait ce relais pour aller vers après le parc national, j'ai oublié le nom, qui est à Doussala de la Nyanga. Justement, vous avez parlé, vous avez évoqué assez rapidement les choses cachées, les choses secrètes. Alors, les 9 routes de Ndende, elles sont réellement visibles, Madame le maire? Bon, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je n'ai pas vu les 9 routes, j'en ai vu que 4, en quelque sorte, Dieu merci, parce qu'il paraît que les autres, on n'en revient pas toujours. Donc, je n'ai pas envie de les emprunter du tout. Mais il y a aussi l'explication de 9 routes comme étant nœud de route, en fait, le mot déformé pour nœud de route parce que c'est un croisement de chemin. Et il y a aussi le fait que c'est le lieu pour les Pounous leur venue vers le Gabon, puisqu'ils venaient du sud, et des 9 clans originaires qui ont donné tous les Pounous d'aujourd'hui. Donc ces 9 clans, ça a donné un peu 9 routes, 9 clans. Donc on ne sait pas trop l'origine, mais le côté mystique, occulte, même sorcellerie qu'on attribue à Ndende, bon, je ne suis pas dedans, je ne veux pas rentrer dedans. Je ne le nie pas, je ne le nie pas, j'ai réellement vécu des choses bizarres, inexplicables, mais il suffit de garder son chemin en quelque sorte. C'est comme pour tout dans le bien et le mal, c'est un choix qu'on fait. Si on veut aller vers la route du mal, on prend la route du mal. Si on veut aller vers la route du bien, on prend la route du bien. Et dans l'occultisme, il n'y a pas que du mal. Dans l'occultisme, on dit souvent, même en Europe, il y a des sciences occultes. Et on dit souvent, c'est comme donner un couteau à un enfant. Le couteau a 2 tranchants. Il peut couper la viande, vous aider à faire des bonnes choses, à vous nourrir. Et il peut tuer. Ça dépend comment vous l'utilisez. C'est tout. L'occultisme et les choses mystiques, c'est vous qui les utilisez pour le bien ou le mal. Elles ne sont ni mauvaises ni bonnes en elles-mêmes. Madame le maire, le mot de fin, bien évidemment en langue pounou, pour vos administrés. Aïe, 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 là vous me prenez de court, c'est un peu difficile, mais bon, les Bapounous disent souvent Djab Yaou, Djab Dimbati. Ça veut dire connais tes problèmes à toi et tu connaîtras aussi ceux des autres, et comme ça on arrivera à mieux se comprendre. Dibotio, Madame le maire. Africani, un rendez-vous avec Denise Boukandou. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours sur la même chaîne, à la même heure. À très bientôt. Solia